Merci de nous rejoindre à ce moment pour cette émission spéciale que nous allons parler ensemble de cette opération Mbouchou. Et sur ce plateau, nous avons comme invité Fahmi Ibrahim. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Rappelez que vous êtes aussi juriste, avocat, mais vous avez tellement d'expérience dans le gouvernement comorien parce que vous avez travaillé comme étant ministre des Affaires étrangères, vous avez été aussi ministre de la Justice, donc vous maîtrisez pas mal de choses sur cette opération, bien sûr, qui vient de commencer la diplomatie parce que cette opération est non seulement diplomatique, mais aussi juridique. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de parler un petit peu sur cette opération qui a commencé il y a déjà des semaines de cela. Les Comores et la France traverse une crise, on peut dire, diplomatique qui concerne cette opération. Ces derniers temps, la France a décidé de mettre en place une opération qui consiste à répatrier les sans-papiers qui sont en France, mais aussi à déloger la population qu'on appelle le bidonville. Alors, selon vous, comment trouvez-vous cette opération déjà à Mayotte? D'abord, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de m'entretenir avec vous. Il est foncièrement regrettable que malheureusement l'on arrive à cette situation extricable parce que quand j'entends par-ci par-là les explications dans les télévisions occidentales ou françaises plus particulièrement, il y a des contre-vérités qui sont véhiculées qu'on ne peut que regretter à défaut de condamner. Ou alors on ne peut que condamner. Mais je regrette aussi des propos tenus par un élu mahorais, M. Mdéré, qui a appelé au meurtre, à l'assassinat. C'est des propos indignes pour un élu d'une république qui se dit démocratique. C'est indigne pour un enfant de l'archipel des Comores. En arriver là, cela dénote la décomposition de la société politique mahoraise. Jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a pas eu de poursuite engagée contre cet élu, alors que c'est pleinement justifié. On ne peut pas accepter que l'on appelle au meurtre, surtout dans une télévision publique et venant d'un élu. J'ai écouté aussi une femme journaliste qui a parlé dans une télévision très écoutée qui s'appelle CNews, des propos dénigrants, insultants, qui ont été tenus à l'endroit de l'État comorien et de son peuple. Quand on entend un journaliste dire, quel que soit le motif d'ailleurs, se tenir que ces pays, il faut les menacer au mieux ou leur donner, les acheter. Ce sont des propos vexants qui nous touchent au fond de nous-mêmes en tant que Comoriens, parce que je ne pense pas qu'il est aujourd'hui autorisé ou admis que des propos d'un autre temps soient tenus au XXIe siècle à propos d'un État souverain comme l'État comorien. Je me demande l'opportunité d'une telle action aux Comores aujourd'hui, dans l'océan Indien, mais j'ai l'impression que les intellectuels français, pas tous, puisque je voudrais remercier ceux qui défendent l'archipel des Comores, l'unicité de notre État, et surtout les élus, notamment Lecoq, le dernier à être intervenu, le député des Bouches-du-Rhône, qui ont, avec beaucoup de courage et de conviction, défendu les Comores. Quand on entend les propos de certains intellectuels français, ils se demandent pourquoi l'Afrique aujourd'hui, la France en Afrique aujourd'hui est mal aimée. Des histoires très compliquées, une relation très compliquée entre elle et l'Afrique du Nord. Nous voyons qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Maroc, qui est historiquement lié à la France est dépassée dans ses échanges commerciaux avec le Maroc. Aujourd'hui, l'Espagne a dépassé de très loin la France dans la balance commerciale avec le Maroc. Quand on voit comment la France se comporte en Afrique du Nord, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, la France qui est malmenée, et surtout en Afrique centrale,
quand on voit tout ce qui se passe, quand on connaît aujourd'hui la position très dure, anticoloniale de l'Afrique du Sud, on se demande quelle a été l'opportunité réelle aujourd'hui pour que la France fasse une telle politique dans la seule partie du monde où elle était épargnée de ces velléités de sentiments anti-français. Quel est l'intérêt pour que la France éveille aujourd'hui, au-delà des Comores, parce que c'est pas vrai, oui. Le problème mahorais n'est plus comorien uniquement, il est africain. Nous sommes en Afrique de l'Est, il y a des Malgaches qui sont concernés, il y a des Africains de l'Ouest de l'Est, qui sont aussi chassés de Mayotte. Quel est l'intérêt de la France à mener aujourd'hui en Afrique de l'Est? C'est comme s'il y avait une volonté de boucler la boucle de l'Afrique, de l'Afrique du Nord, en Afrique centrale, à l'Ouest, en Afrique du Sud, qui sont historiquement anticolonialistes. Les Sud-Africains sont anticolonialistes. Et il ne restait que l'Afrique de l'Est. Et il ne restait que l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, c'est accompli. Je crois qu'ils sont en train d'éveiller un sentiment anti-français. Nous ne l'aurions pas souhaité, parce que nous savons qu'il y a 500 000 Comoriens vivant en France. Et on ne peut que tenir compte de ce facteur. Mais quand on voit les propos tenus par certains intellectuels ou politiques français, on ne peut qu'être révolté aujourd'hui. Mais c'est une décision du gouvernement français, c'est pas vraiment tout à fait politique, mais c'est une décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur. Non, je parlais de la réaction de la classe politique française. Maintenant, cette volonté d'expulser des Comoriens de chez eux, il y a une lecture qui a été livrée. Je proposerai la mienne, naturellement. Mon analyse reposera principalement sur 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, il est historique. Le deuxième élément, il est juridique. Et enfin, des éléments politiques qui font que l'unicité des Comores ne fait l'ombre d'aucun doute. Si je commence par l'effet historique, il faut savoir, c'est une chose qui n'est pas suffisamment dite, que l'argument que la France continue à utiliser aujourd'hui, c'est de convaincre, c'est de dire que par le fondement de la propriété de la France sur Mayotte est fondé sur l'acte de cession d'Andrianansoul qui aurait vendu Mayotte à la France. Telle était la volonté d'Andrianansoul. Mais quand on examine bien qui c'est ce Andrianansoul. Andrianansoul est un usurpateur qui a commis un méfait grave à Madagascar. Il a fui Madagascar. Il s'est retrouvé à Mayotte. Il a usurpé le pouvoir politique à Mayotte. Il a accédé au trône qui était, rappelons-le, et les gens ne le savent pas, c'était des vassaux des sultans Don Juan. Ceux qui régnaient à Mayotte, en réalité, étaient des vassaux des rois Don Juan. Ce n'est pas une insulte. La France aussi a connu le pouvoir central, qui avait aussi des pouvoirs, des vassaux dans l'ensemble du pays, qui militaient, qui ont créé la France à la fin, quand Hugues Capet a accédé au trône pour unifier en 791 au début 8e, 9e siècle, qui a unifié et que la France est devenue la France. Mais la France, elle n'était pas toujours la France. C'est parce que justement, il y avait des vassaux dans l'ensemble de l'Hexagone, de la France d'aujourd'hui, qui ont manifesté cette volonté de s'associer et créer la France telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour revenir à Mayotte. Mayotte, en réalité, le souverain de Mayotte dépendait du souverain Don Juan. Et ça, les gens ne le savent pas. Mais nonobstant cet élément, Andrianansoul n'avait pas la légitimité d'être en réalité le sultan de Mayotte. Que dès lors, une personne qui n'était pas réellement le détenteur de la légitimité de Mayotte, comment pouvait-il vendre un bien ne lui appartenant pas? Est-ce qu'on peut vendre une île? Écoutez, les Russes ont vendu l'Alaska, une partie du territoire, aux Américains. Ça peut se concevoir. Mais faudrait-il encore en être possesseur? La possession d'un bien implique 2 choses. La maîtrise physique et la possibilité de se comporter comme propriétaire, donc l'animus et le corpus. Or, dans le cas d'espèce, la France s'est fait rouler
Elle a acheté un bien n'appartenant pas au vendeur. En droit, si demain j'achetais votre téléphone portable à un voleur, je serais un reseller. Le mot français de celui qui achète un bien Donc, alors qu'il n'est pas le propriétaire, le vendeur, c'est du recel. Donc, fonder l'argumentaire selon lequel la France a acheté ne tient pas en droit pour la simple raison que Ndiaye Nsoul ne pouvait pas vendre un bien ne lui appartenant pas. cela veut dire Donc, que les Comoriens doivent comprendre que ce n'est pas les Maoris qui ont décidé d'être français, mais l'île a été vendue par Ndiaye Nsoul. oui, c'est un fait historique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils le disent dans les médias français aujourd'hui. Ils vantent Ndiaye Nsoul comme étant celui qui aurait vendu l'île. Mais pour vendre l'île, faudrait-il encore en être le possesseur? Or, Ndiaye Nsoul n'a jamais été un vrai sultan de Mayotte. C'est un usurpateur, donc il a vendu un bien ne lui appartenant pas. Donc la France a acheté un bien ne lui appartenant pas, ce qui peut s'apparenter à du recel. Parce que quand on achète un bien à une personne qui n'est pas le propriétaire, ça s'appelle du recel, tout simplement. Ça, c'est le fait historique. Oui. Si on parle de la légalité, vous savez, je suis extrêmement gêné parce que je suis francophile. Je suis gêné quand aujourd'hui on nous parle de droit international. Quand on nous vante le droit international et les Comores se sont alignés à ce droit international pour soutenir justement l'action de l'Occident en général, de la France en particulier parce que nous avons une relation assez importante avec la France, quand aujourd'hui un pays comme les Comores, depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, les Comores ont soutenu la communauté internationale au nom du droit international. Et que pendant que les Comores soutiennent cette action contre Poutine, la France est en train, avec des éléments, des arguments superfétatoires, venir nous convaincre qu'en réalité, Mayotte est française. Que dit le droit? Il est très simple. En 1973, il y a eu un accord cadre intervenu qui a fixé les conditions dans lesquelles nous devrions accéder à l'indépendance, le peuple comorien. En 1974, par je ne sais quelle manœuvre, Olivier Stirn a décidé de déposer un amendement pour que le décompte se fasse île par île. En réalité, les Comores, nous sommes la victime d'un règlement de compte et de politique politicienne de la classe politique française. Parce que Giscard s'était engagé à respecter l'intégrité des Comores. Mais comme la droite et l'extrême droite ont voulu en réalité déstabiliser Chirac, Giscard, ils ont inséré cet amendement pour le déstabiliser et faire en sorte, parce qu'ils savaient que Alain Poher, président du Sénat, et ceux qui étaient, et Chaban-Delmas, venaient de perdre les élections. La droite gaulliste venait de perdre les élections à cause de Giscard, qui était centriste, qui aurait bénéficié des marchandages de l'électorat d'Anjouan. Donc pour se venger, parce qu'ils n'ont pas bénéficié de cet électorat, il y a eu ce problème qui est né artificiellement de par le problème franco-français qui ne concerne pas les Comoriens. Je voudrais rappeler aussi aux historiens de fouiller, ils trouveront qu'en réalité, avant l'organisation du référendum de 1976, qui serait organisé pour confirmer la volonté des Mahorais, quel est l'intérêt d'organiser un référendum pour confirmer la volonté des Mahorais, alors que selon eux, ils avaient déjà obtenu un résultat probant en 1974. Ça ne tient pas. Pire, il y a eu des déplacements de population forcés en 1975 dans la seule perspective d'être certain que le oui l'emportera en 1976. Voilà ce qui s'est fait. Et je demande aux historiens d'aller fouiller, regarder, demander. Ils verront qu'il y a des Comoriens d'origine des autres îles qui ont été expulsés, déportés en 1975, fin 1975, début 1976, vers les autres îles et principalement à Anjouan. C'est un élément historique qui doit être versé pour que l'on puisse aujourd'hui examiner sereinement ces défunts historiques pour voir comment, dans quelles conditions ça s'est passé. En 1994, Balladur, candidat à l'élection présidentielle, il a institué le visa Balladur pour faire plaisir aux Mahorais. Encore une fois, c'est à la solde de la politique politicienne des intérêts franco-français que la France, son Premier ministre, ont institué le visa
Balladur. En 2002, 2003, Sarkozy, idem, dans la volonté de cette politique intérieure, ils ont fait un congrès à Versailles en 2003 pour, en réalité, faire en sorte que Mayotte puisse être inscrite dans la Constitution française. Ce fut fait à Versailles en 2003. C'est à partir de 2003 que le référendum a pu être organisé de départementalisation en 2008, ainsi que la rentrée effective en 2011 dans le giron français. Mais, rappelons la résolution des Nations Unies, qui en 1976 a condamné le référendum de Mayotte et a déclaré, je cite les mots, de nul et non avenu tout référendum qui pourrait être ultérieurement organisé dans l'archipel des Comores et plus particulièrement à Mayotte. Ce sont les Nations Unies qui ont déclaré nul tout référendum pouvant être organisé à Mayotte. Alors, peut-on accepter qu'il y ait une lecture à géométrie variable du droit international, où les résolutions des Nations Unies sont appliquées ou ne le sont pas, où nous acceptons que la règle, pas celle du plus fort, mais la règle du droit international, ou alors on n'applique pas, on est dans la jungle. Mais qu'on se le dise, parce que les Comores ont soutenu la violation, enfin, ont soutenu l'Occident contre la violation par la Russie de l'intangibilité des frontières de l'Ukraine. C'est même intangibilité que tous les pays africains, au moment où ils ont accédé à l'indépendance, ont pu bénéficier, sauf les Comores. Les Comores, nous sommes restés les derniers avatars de la décolonisation française au mépris du principe de l'intangibilité des colonies et des frontières héritées de la colonie. Alors, quand on examine bien l'histoire, elle est claire. Parce que, en réalité, Andian Antsul ne pouvait pas être légitime, donc ne pouvait pas vendre Mayotte. Quand on examine la question de droit sur la légalité, on voit très bien que si on se positionne dans la posture du monde actuel, de cette renaissance de la force du droit contre le droit de la force, que je rappelle la France est son champion, quand on combine avec cette politique politicienne de la classe française, malheureusement, il est limpide que la combinaison de ces trois facteurs ont plaidé contre l'intégrité territoriale des Comores. Moi, j'ai une question, effectivement. Vous avez première réaction déjà du gouvernement comorien. Et quand l'opération a commencé, le gouvernement comorien, le président comorien d'ailleurs, il a parlé de dialogue. Il a dit que il faudrait quand même que ça se passe par un dialogue. Et il y a eu déjà une action qui a suivi directement parce que la France a continué toujours l'opération, ce qui a fait qu'il y a eu l'interdiction du bateau Maria Galanta qui a mené les expulsés de Mayotte, et ça a été interdit de coster au port de Moussamedou, soit disant que le port est en chantier, en travail. Comment vous avez trouvé cette décision venant? Écoutez, sans tergiverser une seule seconde, je soutiens la diplomatie du président Azali, oui. Et je soutiens fermement sa position prise dans la question de Mayotte. Et je pense qu'ils n'ont pas le droit de faire marche arrière. Je crois que le président Azali et son ministre Dhul Kamal doivent être fermes et continuer avec son gouvernement, bien entendu, à être fermes sur la question. C'est dommage que certains pensent qu'en faisant du chantage aux Comores, la question sera résolue. C'est étonnant d'ailleurs que à tout moment, tous ceux qui parlent, tous les politiques réduisent la coopération franco-comorienne à 150 millions d'euros. Oui. Sincèrement... Oui, l'accord qui a été signé en 2019. Oui, mais c'est frustrant. J'avoue que les Comores valent beaucoup plus cher que 150 millions d'euros. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause de cela, cet accord, que la France a réagi parce que les recommandations qui ont été faites dans l'accord n'ont pas été exécutées, ce qui a fait que la France a réagi pour expulser les Comoriens qui sont à Mayotte? En tout état de cause, je soutient la politique actuelle qui tend à refuser l'expulsion de Comoriens de chez eux, et naturellement, tout accord pouvant intervenir doit tenir compte sur l'aspect du droit international. Je pense que le droit international, dans le monde
actuelle doit être appréciée dans sa plénitude et sa rigueur absolue. On ne peut pas demander que l'on applique le droit international en Ukraine contre la Russie et que les Comores on continue à être victime du refus d'interprétation du droit international. Il faut qu'il y ait une cohérence. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en réduisant la question comorienne de Mayotte comme étant un problème purement mercantile, problème d'argent, je crains qu'en réalité, la France ne perde les Comores, même dans la relation que nous avons tenté de préserver, dans cette amitié que nous tentons de préserver, et tout en cherchant, comme vous l'avez dit, un compromis acceptable dans le dialogue. Parce que, personnellement, j'y crois aux vertus du dialogue. Il faut dialoguer. Mais le dialogue ne se fait pas dans la menace des insultes permanentes contre l'État comorien. Les Comores on doit aujourd'hui se ressaisir et refuser d'être la risée du reste du monde et de la risée de la France parce que, malheureusement, j'ai l'impression que la classe politique française, les journalistes français, pas tous, mais une bonne partie, sont en train de insulter le peuple comorien. On ne peut pas l'accepter. Et quand il y a eu déjà un accord en 2013 qui a été signé par le président, l'ex-président français Hollande et l'ex-président comorien aussi Kililou. Et cet accord, d'ailleurs, il y avait un article qui parlait qu'il faut toujours, quand on parle de Mayotte, il faut quand même qu'il y ait une négociation, qu'il y ait un dialogue avant que chaque partie prenne une décision. Il faudrait d'abord qu'il y ait un dialogue, mais ce qui n'a pas été le cas pour cette année. Pensez pas pourquoi la France a réagi ainsi, sans concerter la partie comorienne. Je ne voudrais pas, moi, me substituer au gouvernement français. Déjà que je ne peux pas me substituer au gouvernement comorien puisque je ne fais pas partie, je ne suis qu'un citoyen, je suis un opposant qui intervient, mais dans une question pareille, je manifeste toute ma solidarité avec le président et le gouvernement comorien, et j'estime qu'ils ont très bien fait et ils doivent continuer dans ce sens-là. Et s'ils venaient à revenir sur cette décision, ce sera très grave pour l'intérêt des Comores, je pense. Et maintenant, le port de Metsamedou est ouvert. Toutefois, chaque passager doit quand même être identifié avant que le bateau côte dans le port de Metsamedou. Comment pensez-vous de... Écoutez, c'est une bonne chose. D'abord, on doit identifier les personnes. Vous l'avez fait quand vous étiez ministre de la Justice, je crois. Oui, sauf que je n'avais pas fermé le port, ministre des Affaires étrangères, sauf que je n'avais pas fermé... Je pense qu'un gouvernement doit... assumer les actions par elle menées. Je ne sais pas si c'était la bonne solution de dire que le port était... il y avait des travaux. Je ne suis pas certain que ça a été la meilleure des formules. Il eût fallu, à mon avis, dire tout simplement que nous refusons d'accueillir des Comoriens venant de Mayotte. Autrement, nous violons le droit international et la constitution comorienne. Je pense que la France, elle est présente parce que elle le veut, elle le fait de force. Elle devrait, dans ce cas-là, investir à Mayotte pour créer des conditions que les habitants qui se sont installés puissent vivre décemment et non pas nettoyer les ethnies, renvoyer les autres dans les autres îles parce qu'ils n'ont pas fait les investissements nécessaires dans l'île de Mayotte. Je pense que ce qui se passe actuellement à Mayotte est la conséquence de la politique franco-française. Et d'ailleurs, cette question n'est plus aujourd'hui comorienne uniquement, puisqu'il n'y a pas que des Comoriens. C'est le Lampedusa de l'océan Indien. Et demain, les Mozambicains, les Malgaches seront encore plus nombreux que nous, les Comoriens, à émigrer à Mayotte. Ça sera inévitable. Identifier le passager avant qu'il soit au port de Metsamedou, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la bonne solution maintenant? Écoutez, moi je pense que le gouvernement comorien a raison de vouloir s'assurer que ce ne sont pas des Rwandais, des Mozambicains, des Malgaches qui sont expulsés vers les Comores. On ne peut pas non plus aux Comores accueillir des personnes refoulées
sans que l'on prenne à minima la précaution de savoir que ces gens-là sont réellement comoriens. Comment identifier alors que la majorité d'entre eux n'ont même pas de nationalité, c'est-à-dire n'ont pas de carte de nationalité? Écoutez, mais pour dans les ce identifier. cas-là, qu'ils les gardent à Mayotte, dans ce cas-là. Au nom de quoi, nous, les Comores, devrions-nous accepter qu'un Malgache vienne à Moroni ou qu'un Mozambicain vienne à Moroni parce que il est en situation irrégulière à Mayotte? Au nom de quoi? Donc là, pour vous, c'est mieux qu'ils gardent en Mayotte s'ils n'ont pas d'identification. Si, Ou alors qu'ils identifient les Malgaches, qu'ils les renvoient à Madagascar, qu'ils identifient les Mozambicains et autres cousins africains, qu'ils les renvoient chez eux. Je n'ai jamais entendu en France un Algérien expulsé au Sénégal parce qu'il est en situation irrégulière en France. cette décision d'ailleurs a été Qu'ils signée. identifient les personnes et qu'ils les expulsent chez eux. Il n'est pas question que les Comores accueillent tous les immigrés de Mayotte. Cette décision a été signée par le directeur général de port. Sera-t-il mieux qu'elle soit signée par le ministre de Transport? Je pense que cette question aurait dû être traitée au-delà du ministre des Transports. Ce n'est pas une question de transport maritime. Il eût fallu, à mon avis, que ce soit le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères qui gèrent cette question parce qu'elle mêle à la fois des questions de sécurité intérieure et de droit international, donc de diplomatie. Il faut que les gouvernants assument pleinement leurs responsabilités. Certains politiciens comoriens disent comprendre le choix de Mahorais d'être français. Comment pensez-vous? Écoutez, je ne peux que condamner ces propos. Je pense que le droit international est clair. Je me réfère aux résolutions des Nations Unies et ils disent que les Comores sont composées de 4 îles. Alors, je ne vois pas comment je peux accepter que l'on vienne me dire aujourd'hui qu'il faille respecter la volonté des Mahorais au moment des faits. Je dis que le référendum, quand il a été fait, il a été biaisé, parce que d'abord, sur le fondement du fait que Mayotte était particulier, parce que Mayotte a été cédée en 1841 par Andian Atsul, qui pour moi est un usurpateur. Donc un usurpateur, un voleur ne peut pas vendre un bien, un produit du vol. Et quand on vient nous dire qu'il y a un référendum en 1976, ce référendum est heurté sur 2 choses, 2 éléments, de fait et de droit. De fait, parce qu'ils ont organisé la déportation vers les autres îles de tous ceux qui avaient des origines des îles dont ils soupçonnaient qu'ils pouvaient dire oui à l'indépendance. Donc il y a eu cette déportation. Cet élément de fait crée un bémol sur la sincérité de ce référendum. Mais ce référendum aussi se heurte sur une question de droit international, des résolutions des Nations Unies. Parce que les résolutions s'appliquent orga oms. Ça veut dire s'appliquent au-delà de tous les États. Alors, ceux qui nous parlent de droit international, peut-être qu'il est temps qu'on nous dise, est-ce que le droit international s'applique partout ou en Afrique, ce droit international ne s'applique pas? Alors, j'appelle au passage le gouvernement ukrainien qu'il prenne position ferme pour défendre les Comores. On ne peut pas, nous, continuer à défendre le droit international quand il s'agit de l'Ukraine et que vous restiez silencieux quand, au nom de ce même droit international, nous, on est victimes, nous Comoriens, parce que la France ne veut pas respecter. J'appelle aussi à la Chine. La Chine, nous vous soutenons à propos de Taïwan. Nous disons que Taïwan est chinoise. Et depuis 1975, nous le disons. Je vous appelle, la Chine, l'ambassadeur de Chine, sortez des décisions, des résolutions, des communiqués. Soutenez le gouvernement comorien, le peuple comorien. Dites-nous quelle est votre position, parce que nous soutenons la Chine contre Taïwan. Nous sommes convaincus que Taïwan est chinoise. Et vous, que faites-vous pour le peuple comorien? Dites-le clairement, maintenant, aujourd'hui, que la Chine soutient les Comores dans cette opposition avec la France. Merci beaucoup, M. Fahmi. Mais avant tout, il y a une petite question. Est-ce que serez-vous candidat en 2024 pour les élections Écoutez, présidentielles? je suis candidat à rien, je ne suis qu'un simple citoyen. J'ai retrouvé une activité normale dans mon cabinet. Je ne suis pas là pour parler politique intérieure. Et je ne me suis même pas posé la question encore. D'accord, merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette émission, que nous avons bien sûr parlé de l'opération Mbouchou avec Maître Fahmi sur ce plateau. Bonne suite de programme sur votre chaîne nationale RTC et au revoir, à la prochaine.